je vais vous dire une phrase que j'aurais pas pu dire il y a 2 mois. Maintenant, je peux vous dire que très concrètement, compte tenu du fait que le vainqueur écrit toujours l'histoire, aujourd'hui, le conflit est négocié par les Russes, donc très concrètement, les Russes ont gagné la guerre. Bonjour Pierre de Jong, vous êtes diplômé de Saint-Cyr, vous êtes diplômé de l'école de guerre aussi, vous avez fait une école de management général à l'ESSEC, vous avez un diplôme de l'ESSEC en management général, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez quitté l'armée française avec le grade de colonel après de nombreuses missions en Afrique et en Bosnie, vous étiez colonel à 41 ans, me disiez-vous, très jeune, vous avez été aussi aide de camp du président Mitterrand et du président Chirac, et vous êtes aujourd'hui vice-président de l'Institut Thémis. Alors c'est une entreprise de services de sécurité et de défense. Et enfin, vous intervenez sur différents médias. On vous voit régulièrement, notamment sur LCI. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier s'appelle Poutine, Lord of War, le seigneur de la guerre, chez Mareuil Éditions. Merci d'être venu nous voir. On est ravis de vous accueillir. Nous allons parler de guerre, de paix, de relations internationales à un moment où tout semble à la fois chamboulé et un peu fragile, un peu sur un fil. Première question basique, Pierre de Jong. Il y a une rencontre entre des émissaires de la Russie et des États-Unis ce dimanche à Jeddah, en Arabie Saoudite. L'Europe et la France ne sont pas dans le jeu. Pourquoi pouvait-on y être? Qu'est-ce qu'on a raté? D'abord, il y a pas que nous qui ne sommes pas, parce que les Ukrainiens n'y sont pas non plus. Donc c'est déjà un comble de traiter, d'essayer de trouver une solution à cette guerre en Ukraine sans avoir l'Ukraine présente autour de la table. Donc c'est quand même très étrange. En fait, c'est un jeu à deux. C'est le jeu entre les Russes et les Américains. Donc il y a une espèce de, comment dire, d'accord entre les grands. Donc c'est le retour des grandes puissances, hein, et c'est le retour de la logique de puissance également. Et donc nous, malheureusement, on n'a pas vu le coup venir. Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est facile à dire après en disant on aurait pu, il y a qu'à Faucon. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on a depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, on a, même si le président Macron a essayé de rester connecté avec le Kremlin quelque temps, bon, très rapidement, Poutine l'a battu froid, comme on dit, donc il a renoncé. Donc en fait, Poutine ne parlait avec plus personne, en tout cas pas avec les Européens. Donc c'est vrai que progressivement, on a fini par couper les ponts complètement. On s'est engagé derrière l'Ukraine, mais en même temps, on a toujours dit très clairement qu'on n'était pas en guerre contre la Russie. Donc on aurait pu garder une espèce de sas, quelque chose, pour garder le contact. Donc ça, c'est le premier point. Et encore, il y a quelque temps, il y a un ministre qui disait très clairement qu'il était hors de question de parler avec Poutine. Donc dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner qu'il ne nous invite pas. Puis le deuxième point, c'est Trump. Trump, en toute sa campagne, nos principaux dirigeants ont passé leur temps à expliquer que Trump est un imbécile et qu'il fallait que ce soit Kamala Harris qui soit élu. Alors évidemment, quand Trump est élu, il a un peu de mémoire. J'imagine qu'on lui a fait une fiche. Il sait exactement qui lui a taillé les croupières ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu la rançon de la gloire, quelque part, ou de la non-gloire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux chefs d'État, ils se disent, les Européens, on ne peut pas compter sur eux. Ils vont nous critiquer, etc. Ils le font depuis des années, donc en fait, ils sont pas fiables. Et malheureusement, c'est ça qui nous arrive, c'est qu'en fait, c'est le cauchemar, c'est une espèce c'est le scénario catastrophe dans lequel les deux principaux pays au monde, avec la Chine bien évidemment, mais qui en fait en appui derrière Poutine, bien évidemment. Donc vous avez une espèce de reconstruction de ce monde, je dirais multipolaire, ou en tout cas bipolaire dans la multipolarité. Et on retrouve en fait le retour des grandes puissances, et malheureusement, on n'est pas compté, puisque tous ces États ne travaillent jamais en multilatéral. Jamais. Les Chinois, Xi Jinping ne parle jamais à l'ASEAN, il parle bilatéral toujours. Poutine fait la même chose, et Trump fait la même chose. Donc le problème, nous, on a mis en place la multipolarité, donc l'Europe à l'avant, mais aujourd'hui, que je sache, Trump ne calcule même pas von der Leyen. Kissinger disait d'ailleurs, l'Europe, quel numéro de téléphone? Alors, on y reviendra à l'Europe et à son rôle dans ce conflit. Mais deuxième fait d'actualité, c'est cette rencontre, c'est cette évolution du front en Ukraine. Zelensky a limogé, voilà quelques jours, son chef d'état-major, qui s'appelait Anatoly Bargilevich.
Voilà. Son poste est attribué à Andriy Gnatov. Est-ce que c'est un signe de faiblesse, vous qui êtes ancien militaire, comment est-ce que vous interprétez cet échange standard de commandant des forces armées ukrainiennes? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, Marguerite est parti, il était limogé, c'était dimanche dernier, et le problème, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu de communication, il y a eu le limogeage et un remplacement. Alors le problème, c'est que naturellement, on se dit, ben pourquoi? En fait, il y a un élément majeur qui est en train de se passer, c'est le départ des Ukrainiens de la région de Koursk, l'oblast de Koursk qu'ils occupent depuis le 7 août 2024. Donc ça fait plus de 6 mois qu'ils étaient installés. Alors encore une fois, cette manœuvre, on peut en discuter, on peut en juger le fond ou la propos, pourquoi pas. En tout cas, ils y étaient. Et en fait, le problème, c'est que les Russes ont décidé de les faire partir. Donc probablement que ce chef d'état-major était en contradiction, était en confrontation avec les décisions de Zelensky, qui, on sait, est très partie prenante en fait dans les décisions qu'ils prennent. Rappelons-nous, l'année dernière, il a quand même viré Zaloujny, qui était son chef d'état-major aussi, et qu'il a muté comme ambassadeur à Londres. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est une armée ukrainienne qui a quand même de très grandes difficultés sur le terrain, et ces difficultés se matérialisent dans l'oblast de Koursk, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer que les Ukrainiens ont quitté l'oblast de Koursk. Et malheureusement, pour les Ukrainiens, ça tombe très mal, parce qu'on peut considérer que cette présence ukrainienne dans l'oblast de Koursk était un argument à faire valoir dans une négociation, puisqu'ils occupaient une partie du territoire russe, même si je considère personnellement que Poutine n'aurait jamais négocié une seule seconde, une seule minute, dès lors qu'il y avait un Ukrainien qui avait le pied sur le sol russe. Mais ceci étant dit, on peut considérer que le fait que les Ukrainiens soient chassés de l'oblast de Koursk au moment où les négociations s'engagent, ça tombe vraiment mal. Et donc tout ça fait que je pense que ça explique le départ de ce chef d'état-major. Alors, troisième point, merci de nous éclairer comme ça, parce que c'est vrai que c'est parfois très difficile à comprendre et de saisir les tenants et les aboutissants et significations sur tous ces faits d'actualité. Le troisième, c'est cette discussion ce 18 mars entre Trump et Poutine qui a abouti à une trêve de 30 jours qui a été conclue c'est une trêve très précise qui ne concerne que les frappes sur les infrastructures énergétiques. Alors, c'est très peu. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un revers pour Donald Trump dans les négociations entreprises avec la Russie, dont il obtient visiblement, pour l'instant en tout cas, assez peu? Alors, vous êtes en plein dans le débat de la journée, parce que vraiment, c'est vraiment le grand débat. Est-ce que Trump s'est fait rouler dans la farine par Poutine ou pas? Alors après, il y a deux visions. Moi, je suis un observateur, donc je m'engage pas trop sur le sujet, sachant que ça s'est passé hier soir. Mais c'est vrai que très concrètement, on peut se dire que Trump aurait souhaité avoir une décision, en tout cas une espèce de prise de position russe beaucoup plus ferme. Genre, on est d'accord sur les principes, on va s'arrêter, la guerre va s'arrêter. En fait, c'est quoi les acquis? Il n'y a pas grand-chose. C'est une trêve de 30 jours, c'est l'interdiction, ou en tout cas l'acceptation par les Russes et donc par les Ukrainiens de bombarder les installations uniquement pétrolières, en tout cas qui sont liées à l'énergie, pas du tout les infrastructures, contrairement à ce qu'ont essayé de passer, le message qu'ont essayé de faire passer les Américains. Donc c'est le deuxième point, et c'est les échanges de prisonniers. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais en même temps, c'est la partie négative. On se dit que Trump a mis la barre un petit peu haut, et en fait, il n'a pas le résultat qu'il comptait avoir. Ceci étant dit, les deux personnages ne sont pas dans la même situation. Il y en a un qui est à l'offensive, Trump, il veut des résultats très rapidement. Poutine, lui, il est plutôt en défensive. Donc un en offensive, un en défensive. Celui qui est en défensive aujourd'hui, il aura moins de pertes. Sa prise de risque, elle est faible. Il était en position d'attente, alors que Trump a pris un risque. C'est pour ça que je nuancerai le propos. Et moi, je considère que quelque part, les deux ont gagné quelque chose. Et pourquoi ils ont gagné quelque chose? Parce que c'est vrai que, de façon visible, les Américains n'ont pas le résultat qu'ils comptaient avoir. C'est évident. Mais le problème, c'est qu'on voit que dans la discussion, il y a eu, sur les 2 heures de discussion, il y a dû y avoir 10 minutes de discussion sur l'Ukraine. Et tout le reste, c'est les relations bilatérales. On parle du Moyen-Orient, on a même parlé de faire des matchs de hockey. Donc vous voyez, ça a été plus loin que ça. Donc je pense que c'était un peu le retour de deux personnages qui se sont retrouvés. Alors on parle de l'Ukraine rapidement, parce que je pense que pour Trump et pour Poutine, c'est pas réellement le sujet. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Poutine revient dans le jeu international. Il retrouve une place qu'il avait totalement perdue. Et quelque part, l'intérêt qu'il a, Poutine, lui, à sauvegarder Trump d'une façon ou d'une autre, c'est pour ça qu'il va pas humilier Trump. Pourquoi? Parce que très concrètement, il va
défendre Trump jusqu'au bout. C'est qu'en fait, Trump est sa caution morale. C'est Trump qui le fait revenir dans le jeu des grandes puissances. C'est Trump qui va exiger au sein du G7 qu'à partir de maintenant, les Russes vont revenir. Donc on voit que c'est le grand jeu. Mais donc Poutine n'a aucun intérêt à l'embêter. Mais Poutine a une stratégie, ce que Trump n'a pas du tout. C'est pas du tout la même logique. Donc la stratégie de Trump, c'est quoi? De Poutine, c'est quoi? C'est d'aller le plus loin possible dans l'inacceptabilité pour les Ukrainiens. Très concrètement, c'est l'interdiction potentielle de renforcer avec de l'armement, soit les Américains, soit les Européens, de renforcer l'armée ukrainienne. Ça, c'est compliqué. Et puis deux, il y a la question des territoires qui est fondamentale. Personne n'en parle, mais il y a quand même 4 oblasts qui ont été occupés par les Russes, plus la Crimée. Et aujourd'hui, c'est au pertes et profits, on n'en parle pas. Donc ça, vous voyez, c'est les sujets qui fâchent. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à Jeddah, à partir de dimanche, il y a une délégation américaine qui est relativement consistante, parce qu'en fait, elle est menée par Marc Rubio, qui est quand même le ministre des Affaires étrangères, donc du département d'État. Et donc là, on rentre dans un processus qui va durer un certain temps. Moi, j'ai travaillé sur la guerre du Vietnam et sur les accords de Paris. Les Américains ont négocié avec les Nord-Vietnamiens pendant 4 ans. Donc on peut imaginer qu'on est sur un cycle lent, c'est pas impensable. Alors, c'est pas dit que Trump accepte ce cycle, cette lenteur, mais bien évidemment, c'est tellement compliqué. Et Poutine, lui, a intérêt à faire durer ça 4 ans. Rappelons-nous, et dernière chose, je vais conclure là-dessus, Lavrov avait dit au début de la guerre, en mars 2022, qu'il s'engageait sur un processus de recréation d'une guerre froide. En fait, avoir une espèce de front chaud, un front stabilisé dans lequel, la situation territoriale du Donbass ne serait pas traitée, une espèce d'occupation qui durerait un certain temps, et qui va arranger Poutine. C'est le modèle nord-coréen. Alors, il y a eu Panmunjom, mais on sait très bien qu'à Panmunjom, rien n'a jamais été signé. À l'heure où on parle, on sait qu'ils discutent encore à Panmunjom. Panmunjom, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On sait très bien que ça s'est jamais arrêté. Donc, on va peut-être sur un sujet comme ça, de Corée du Sud, Corée du Nord, et peut-être dans 20 ou 30 ans, on y sera encore. Vous nous décrivez un joueur d'échecs, Poutine. Oui, vous qui l'avez étudié dans votre livre. Oui, alors, d'abord, c'est un joueur d'échecs, et deux, c'est un calculateur. C'est un homme des services de renseignement. Donc, il a clairement une stratégie, il sait où il va. C'est quand même, je dis souvent, c'est un chef d'État. Alors, d'autres l'ont à des niveaux peut-être inférieurs, mais c'est le seul chef d'État qui a intégré la guerre comme un projet de société. C'est-à-dire que c'est le seul homme, vous vous rendez compte qu'il y a eu quasiment 1 million de morts, alors, tout compris entre les Ukrainiens et les Russes, globalement, donc 500 000 de chaque côté. Donc, en gros, chaque pays a consenti, en gros, 150 000 morts et 350 000 blessés. C'est considérable. On parle d'1 million de victimes. Là, tout compris. C'est ça, morts et blessés. Voilà, les morts et blessés. Pour les deux pays en même temps. Ce qui est considérable. Et en fait, on voit que Poutine a déclenché ce conflit, mais il a intégré le fait qu'il y ait des pertes. Donc en fait, c'est vraiment un tsar, c'est un conquérant. Donc, et on n'est pas conquérant comme ça, c'est pas le hasard. Alexandre le Grand, il va conquérir une partie de l'Asie. Pourquoi? Parce qu'il a une logique, il fonce, il est courageux. Poutine, il est bourré de défauts, bien évidemment, mais on peut lui reconnaître qu'il y a une espèce de machiavélisme. Et c'est vrai que par rapport à un Trump qui est pressé, qui est un businessman, qui veut négocier tout ça, il pense que ça va aller très vite, etc. Avec un Poutine qui a comme 72 ans maintenant, presque 73, il est d'octobre 52, c'est ça, donc il est presque 73 ans. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes logiques. Il y en a un qui est sur un cycle lent, on est toujours Poutine, c'est le maître des horloges. Il gère ça tranquillement, c'est une logique de tsar. Alors qu'en fait, le problème de Trump, c'est quoi? C'est qu'il a les midterms dans 1 an et demi maintenant. Et il a une prochaine élection, théoriquement, dans 3 ans et demi. Donc on n'est pas sur la même logique, c'est pas les mêmes personnages. Même s'ils sont des superpuissances, leur logique intellectuelle n'est pas du tout identique. Par contre, ils peuvent avoir un projet commun qui est le premier, c'est en fait de retrouver dans les relations, je dirais, économiques et financières qu'il va mettre en place avec la Russie, on parle des terres rares, etc. Il va peut-être redynamiser l'économie de son pays, en tout cas lui donner un petit coup de boost. Et de l'autre côté, Poutine, il s'en fout, lui, de l'économie. Lui, ce qu'il veut, c'est créer une relation politique. Donc, on voit qu'il y a économique et politique, c'est pas le même projet. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont s'y retrouver. On verra dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent. Alors, il y a l'économique, le politique, et puis il y a le terrain militaire. Je voulais vous interroger là-dessus avec une question basique. Pardon pour le côté brutal de la question, mais on se la pose et vous disiez qu'on n'y répond pas complètement. Qui a gagné la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Trump, Zelensky, von der Leyen? Qui a vraiment emporté cette bataille qui a fait autant de victimes?
Alors si ça avait été Zelensky ou les Européens, ça se saurait parce qu'ils seraient à la table des négociations. Et vous savez bien, il y a une vieille phrase qui dit que lorsque vous n'êtes pas à la table des négociations, vous êtes sur le menu. Donc c'est comme au restaurant, c'est la même chose. Donc c'est ça qui nous arrive. Donc très concrètement, aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à il y a 20 jours, ou il y a 21 jours, quand Trump est arrivé, ça fait comme 2 mois qu'il ose faire. Il y a 2 mois, on n'aurait pas pu... Je vous dirais une phrase que j'aurais pas pu dire il y a 2 mois. Maintenant, je peux vous dire que très concrètement, compte tenu du fait que le vainqueur écrit toujours l'histoire, aujourd'hui, l'histoire est négociée, enfin le conflit est négocié par les Russes, donc très concrètement, les Russes ont gagné la guerre. Et l'Occident, l'Europe? Le problème, c'est que le drame de cette défaite... Est-ce qu'elle a perdu des plumes dans cette affaire? Bien évidemment, et surtout des plumes morales principalement. Pourquoi? Parce qu'on était on est sous un parapluie américain qui était plutôt confortable, dans lequel les uns et les autres, et encore les Français, on était plutôt dynamiques, puisque nous, on a toujours fait un effort dans le domaine de notre armée, avec le nucléaire, etc., etc. On a une armée conventionnelle qui est vaillante, etc. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que l'ensemble de l'Europe, je dirais, était confortablement installé sous un parapluie américain. Et là, on réalise que le parapluie américain, il est bourré trou, et puis ça va s'arrêter. Vous avez vu qu'il y a des négociations pour la retransformation de l'OTAN, et que Secure, qui est en fait le grand général américain qui commande l'OTAN depuis 80 ans, 75 ans, depuis la création de l'OTAN, il y a un débat autour du fait que potentiellement le futur patron de l'OTAN pourrait être un non-américain, ce qui est quand même déjà une révolution incroyable. Donc le vrai problème, la réécriture de cette histoire-là fait que malheureusement, on n'était pas prêt. On n'était pas... Alors bien sûr, aujourd'hui, les Européens essayent aujourd'hui de trouver une solution politique, etc., tactique, réinvestissant dans leur défense. Mais malheureusement, une défense, ça ne se crée pas en un an. Même une décision dans une réunion, peut-être qu'on peut prendre des décisions, mais on sait très bien recréer une industrie d'armement, etc., vous mettez des années. L'armement américain qui a été livré dans les armées européennes, on peut, à part les Français, encore une fois, nous, 90% de notre matériel est français. Mais dans les autres armées européennes, ils ont un matériel américain, ils ont des Patriotes, des Attack MS, des HIMARS, et des avions, des F-16, demain des F-35, mais ils en ont pour 40 ans. On sait que le matériel militaire, c'est pour 40 ans. Donc le problème, comment gérer ça? Donc on voit qu'il y a des scories qu'on va gérer pendant très longtemps. Donc malheureusement, cette transition extrêmement incroyable dans laquelle notre protecteur, entre guillemets, il est en train de dire, non, je suis en train de réfléchir, je vais peut-être faire différemment. Pour nous, c'est un ébranlement. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on voit bien que dans les débats aujourd'hui au niveau en Europe, il y a un double débat. Il y a le débat de la protection de l'Ukraine qui dit oui, les Russes, c'est pas bien, etc. On peut le comprendre, c'est une façon de dire. Mais le vrai débat qui est derrière, c'est protégeons-nous et recréons des armées. Et le vrai débat aujourd'hui, c'est pas de dire protégeons l'Ukraine, c'est de dire comment on va créer un système dans lequel on pourra éventuellement intégrer l'Ukraine, mais recréons un système, recréons une dynamique, recréons un modèle ou un pilier européen de la défense, quel que soit le modèle. Il y a toute une série de modèles, et c'est ça l'animation aujourd'hui. Mais ça va nous coûter très cher, parce que actuellement, nous... C'est un argument. Oui, voilà, mais en même temps, ça coûte des ronds, entre guillemets. Parce que on y reviendra. Le budget de 2%, si on passe à 5%, ça fait 150 milliards ou 125 milliards. Et vous vous rendez compte, il faut les trouver, les 50 milliards. Quand vous savez qu'aujourd'hui, on a un débat en France qui est extrêmement tendu sur les questions budgétaires. Donc c'est compliqué tout ça. Donc on voit que... toute cette affaire-là, elle arrive au mauvais moment. Vous me direz, la guerre n'arrive jamais au bon moment. Mais en tout cas, ça arrive au mauvais moment. Et pour nous, Européens, on se découvre, on est un petit peu une main devant, une main derrière. Et ça, c'est quand même très difficile à gérer. Alors, Poutine demande l'arrêt complet de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine et de l'échange de renseignements. Est-ce que ça vous paraît une demande folle ou une demande logique ? Mais qui peut le plus, peut le moins. À la limite, et pourquoi pas la crémière tant qu'on y était. Donc, je veux dire que, bien sûr, il a raison de faire ça, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable pour les Ukrainiens, inacceptable pour les Européens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, on va aller vers une non-décision quant à l'appui ou pas. Non, les Européens vont continuer, évidemment, d'approvisionner, mais donc ça va créer une tension, et ça va permettre à Poutine de justifier le fait qu'il ne va pas revenir en économie de paix. Parce qu'il avait un problème, Poutine. Poutine était en économie de guerre, avec une croissance de 3,4, 5,4%, etc. Un rouble qui était malade, mais globalement une croissance, avec un plein emploi au passage en Russie. Donc son problème, c'était si la paix est signée, il fallait qu'il revienne dans un modèle d'économie de paix. Mais ça ne l'arrange pas du tout. Donc lui, on voit bien que le fait que les Européens restent plutôt puissants en disant non, on va vous continuer, mais il veut dire voilà, les Européens restent, eux, ils vont venir en économie de guerre. Donc il est hors de question pour nous, Russes, de revenir en économie de paix. Donc on va rester en économie de guerre. En fait, on va se nourrir les uns les autres de nos propres
propres anxiétés, nos propres frustrations, et on va se gérer comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on va rester sur un modèle de guerre froide. On est en 90, c'est absolument incroyable, sur un modèle de confrontation. Alors, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de confrontation, mais il y aura un modèle sur lequel il y aura en fait deux lignes de front, et en fait, vous aurez deux adversaires potentiels qui vont s'observer pendant un certain temps. Sauf que au moment de la guerre froide, les États-Unis et la Russie se regardaient en chien de faïence avec beaucoup d'hostilité, ce qui n'est plus le cas. Mais là, c'est nous qui allons nous retrouver en première ligne. Alors, est-ce qu'on mettra le pied en Ukraine ou pas? C'est un autre sujet. Les Russes sont extrêmement précis sur le fait qu'ils refusent systématiquement l'hypothèse selon laquelle les Européens pourraient mettre en place des troupes au sol, en tout cas nos armées, pour protéger l'Ukraine d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on voit bien que s'il y a cessez-le-feu, s'il y a une paix, s'il y a une trêve, il faut bien la contrôler, il faut bien la confirmer, ce sont des armées neutres, enfin, ce sont des gens neutres qui vont vérifier ça. Ça ne veut pas être des Russes, ça ne veut pas être des Ukrainiens, ni même des Américains. Donc, qui va le faire? Aujourd'hui, c'est pas du tout évoqué. La discussion d'hier n'a pas du tout évoqué qui allait vérifier que ça se passait bien. Donc, on voit qu'on est au début d'un processus qui va durer très longtemps. C'est pour ça que Poutine, il n'avait pas tort lorsqu'il a dit il y a 2-3 jours, ça manque de détails. Bah oui, il y a rien. On a mis quelques hypothèses en l'air, le ballon est reparti, il rebondit actuellement, mais il y a rien, il n'y a pas de construction, et on peut pas imaginer une paix durable au cœur de l'Europe avec des éléments extrêmement précis, sachant encore une fois, c'est que au-delà de l'approvisionnement, en tout cas de l'assistance que l'Europe peut donner en termes de matériel, encore les Américains un petit peu, mais également la question des territoires. On fait quoi que les 4 oblasts et avec la Crimée? C'est pas du tout abordé, et donc ces deux points-là sont des points fondamentaux pour trouver une solution. Alors justement, je voulais vous poser la question, les territoires conquis par la Russie, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie se retire de ces territoires moyennant des concessions d'autre part, du camp d'en face? Est-ce que jamais ils ne se retireront? Quel œil est-ce que vous portez sur cet après-conflit et sur cette bande à l'est de l'Ukraine qui a été conquise par les armes par la Russie? Alors, on le saura dans quelques années ou dans quelques siècles. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils lâcheront jamais. Jamais. Je veux dire qu'ils sont battus, 500 000 morts et blessés, etc. Jamais. Et ils ont gagné la guerre. Ils vont pas reculer. Quel est l'intérêt? Quelles qu'en soient les conditions. En plus, grâce à ça, en fait, Poutine se crédibilise énormément par rapport globalement à tous les russophones qui sont à gauche à droite en Europe. Et c'est très embêtant pour nous. Et c'est ça l'inquiétude majeure. Demain, les 33% de russophones qui a dans Lettonie, ils demandent l'assistance et la présence des Russes. Est-ce que les Russes viennent ou pas? Est-ce que dans les pays baltes, c'est un peu compliqué. Est-ce que les Américains les appuieront dans le cadre de l'OTAN ou pas? Personne n'en sait plus rien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore une fois, cette Europe, c'est totalement, c'est troublé quelque part. Les relations, elles sont pas simples du tout. C'est pour ça que la question des territoires est centrale. C'est inacceptable pour les Ukrainiens. Évidemment, les Ukrainiens ne vont jamais accepter que les oblasts, leur soient détachés. Puisqu'en plus, il y a eu un référendum en 91. Donc ces frontières ont été reconnues. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont un argumentaire, mais les Russes ne vont jamais reculer. Ce qui veut dire qu'il y aura un débat qui va durer de très nombreuses années autour du contrôle ou de la souveraineté à mettre en place sur les oblasts qui ont été conquis par les Russes en 2022. Qu'est-ce que peut obtenir Trump dans ce cadre que vous venez de décrire? Qu'est-ce qu'il peut demander, exiger de la Russie? Mais moi, je pense qu'il ne va rien demander. Là, on voit bien dans la discussion, lui, ce qu'il veut, il veut une forme de paix. Lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser du problème. Il n'a pas du tout l'attente. À part les terres rares, il a une espèce de fixette sur les terres rares, quel que soit le pays, il parle de terres rares toute la journée. Bon, là, je sais qu'au Congo, il discute avec les Congolais à Kinshasa pour éventuellement récupérer les terres rares. Bon, il y a une fixette, hein, c'est sûr, on va pas le changer. Mais je pense que sur l'Ukraine, je pense qu'il n'a pas d'objectif particulier. Moi, je pense que le modèle isolationniste américain joue à plein. Donc, il est sur un modèle de ce qu'on appelle le modèle des tubes. Hein. Il y a un modèle américain avec une prééminence américaine sur l'ensemble du continent américain. Il y a une prééminence russe, c'est comme ça qu'ils voient les choses, sur le continent européen et évidemment africain, évidemment le Moyen-Orient. Et puis une prééminence chinoise sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Donc on retrouve une vieille stratégie, une vieille logique de la prééminence des grandes puissances sur les zones qui sont autour d'eux. C'est pour ça qu'en fait que Trump, dès qu'il est arrivé aux affaires, il a commencé par dire qu'il voulait aller au Groenland, récupérer le Groenland, faire du Canada le 50e État, Panama, on va le récupérer parce que c'était à nous avant, et puis le Mexique, vous n'avez pas intérêt à bouger. Donc le problème, on voit que lui, sa logique, elle est vraiment continentale, elle est pour lui. C'est pour ça que l'Ukraine a du souci à se faire. C'est pour ça que Zelensky et nous, Européens, on réalise aujourd'hui qu'en fait, Trump, c'est pas son sujet. Il se débarrasse d'un problème. Il voulait pas la guerre. On voit bien qu'à Gaza, il a essayé de le faire. Il répète ça en permanence.
que Oui, s'il avait été au pouvoir, la guerre n'aurait jamais eu lieu, parce qu'en fait, il aurait dit aux Ukrainiens, vous n'avez pas une arme, vous n'avez rien. Donc là, il est un peu prisonnier des logiques, la logique de Biden, qui a effectivement alimenté massivement, avec des sommes relativement importantes, à aider l'Ukraine, 61 milliards, de l'armement de tous les côtés, etc. Et là, on voit qu'il ne l'aurait pas fait. Donc évidemment, les Ukrainiens n'auraient pas pu faire la guerre. Ceci étant dit, aujourd'hui, les Ukrainiens ont fait des progrès, ils savent fabriquer des drones, etc., etc. Et puis deux, il y a quand même l'Europe qui est derrière. Donc encore une fois, la situation, nous on aimerait que ce soit un jeu à 3, mais c'est un jeu à 2, mais on aimerait un jeu à 3. Donc on verra dans les semaines qui viennent si l'Europe arrive à exister. Moi je pense qu'elle pourrait exister, non pas à travers des armes. Justement, mais c'est cette question-là. L'Europe, précisément, a réussi à dégager, enfin elle dit qu'elle a dégagé, en tout cas qu'elle va dégager 800 milliards d'euros pour continuer à s'armer, à faire progresser son armement, etc. Est-ce que ça vous paraît d'abord crédible, ensuite nécessaire et troisièmement suffisant? Oui, mais ça c'est une question piège, parce que la grande réunion de Londres, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, rappelons-nous, c'était les Britanniques qui avaient organisé cette grande réunion, et qui sort en premier de la réunion, c'est von der Leyen qui se précipite derrière les micros et qui explique deux choses. Un, que l'Europe allait devenir un hérisson. Bon, il aurait pu choisir un lion, un tigre du Bengale ou un lion. Bon, un hérisson, pourquoi pas. Bon, ça c'est fait. Et puis deuxième truc, elle annonce 800 milliards. Mais ils sortent d'où ces 800 milliards? Je vais vous le dire d'où ils sortent. En fait, de rien du tout. En fait, il y a 150 milliards qui sont des reliquats, des queues de crédit. Bon, 50 milliards. On va dire qu'il y a des fonds qui préexistent à l'époque du Covid, qui n'avaient pas été utilisés. Donc, en fait, c'est des fonds qu'a aujourd'hui l'Union européenne et qui est prête à distribuer, donc à prêter aux États européens. Donc, on peut faire des prêts jusqu'à concurrence 2 à l'Union européenne. 150 milliards. Le reste, c'est quoi? C'est une autorisation de dépasser la norme européenne de 3%. Ce qui veut dire que nous, on est déjà à 6 quelque chose ou 5, quelque chose par rapport à la norme. Donc, on est déjà très endetté par rapport à ce qui est autorisé. Mais là, on a l'autorisation de consommer globalement 600 milliards de plus. Je parle de l'ensemble de l'Europe, les 27 pays européens. Ce qui veut dire, en fait, c'est une autorisation c'est un droit de tirage. Et sur notre richesse, pas du tout de l'argent européen. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un modèle qui est quand même très subtil, dans lequel on a le droit de dépenser notre propre argent. Ben, on est bien content. Bon, on voit bien l'astuce. Mais c'est malin parce qu'elle fait de la politique. Au passage, c'est pas elle qui devait le dire. Au passage, hein. Ça aurait été au moins le président du Conseil. Et c'est pas elle, la présidente de la Commission, qui fait. Donc il y a eu un mini putsch au sein de l'Union européenne, si on s'en rend bien compte, parce qu'elle c'était pas du tout elle qui devait parler. C'est le président du Conseil qui était d'ailleurs présent à la réunion. En plus, un Portugais. Lui, il a pas vu le coup venir, parce que von der Leyen, elle a un background intéressant, donc elle sait bien comment ça fonctionne le truc. Donc elle a très bien communiqué. Mais c'est vrai que cette manière d'avoir cette forme de prééminence, en fait, a fait que elle s'est inscrite dans une logique politique, évidemment. Mais les 800 milliards, un, ne lui appartiennent pas, et puis deux, ça va être compliqué. Je veux dire que est-ce que la France va encore se surendetter pour pouvoir encore monter en puissance? On a déjà une dette de 3300 milliards d'euros, vous vous rendez compte? C'est colossal. Donc là, il y a un vrai débat franco-français. Nous, on aurait bien aimé quelque part avoir un système dans lequel l'Europe nous paye nos armements. Je pense que inconsciemment, on aurait bien voulu ça. Genre, vous comprenez, l'armement américain, c'est mort. Hein, on va trouver une solution sur le moyen terme. Nous, Français, Britanniques aussi, on a des économies de défense qui sont assez rutilantes. C'est vrai, on a le Naval Group, Dassault, etc. Donc, on sait faire des avions, on sait faire des choses, etc. Trouvons une solution, achetons européen. Puis, comme les autres n'en ont pas, on fait un gros, comme on a fait pour le Covid, hein, on fait une grosse caisse, et puis cette caisse va dépenser de l'argent et acheter nous du matériel. Ça, c'était l'idée française. C'était jouable, pourquoi pas? Parce qu'à la limite, encore une fois, pourquoi pas? Mais ça s'est pas fait. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous avez le droit de dépenser plus d'argent que vous pouvez en dépenser, mais c'est votre argent. Donc, c'est vous qui allez rembourser à vous-même vos propres dépenses. Donc ça, c'est compliqué à gérer. Et budgétairement parlant, il faut en parler avec le ministre des Finances français qui, je pense qu'il n'est pas tout à fait d'accord. C'est parce qu'on trouve une autre solution qui serait éventuellement d'utiliser les économies des Français pour pouvoir acheter de l'armement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez à la caisse d'épargne, quand vous avez votre compte, la caisse d'épargne, plutôt que cet argent serve à acheter, à investir dans l'immobilier social, par exemple, ça achètera des canons et des avions. Et au passage, il faut convaincre Giorgia Meloni ou d'autres d'acheter du matériel français avec un argent, c'est pas lequel.
Oui, alors l'Italie a dans ce également, schéma-là. l'Italie a également une industrie d'armement. Hein. Mais évidemment, chacun va essayer de jouer sa carte. Encore une fois, chacun joue de son système. Mélanie, c'est un autre sujet parce que Mélanie, elle va jouer une carte à mon avis plus compliquée. C'est qu'elle elle est plutôt copine avec Trump. Donc elle va pouvoir, comme les Polonais, etc. Donc je pense qu'il y a 2, 3 pays ou 4 pays qui vont pas réellement jouer le jeu européen, sachant un exemple que Mélanie a déjà dit, Giorgia Meloni a déjà dit qu'il était hors de question qu'il y ait un seul soldat italien mettre le pied en Ukraine. Donc elle s'est déjà totalement dissociée. Donc là, elle a rejoint déjà la Pologne, elle a rejoint la Hongrie et toute une série de pays. Donc l'Europe n'est pas totalement unie dans le, comment dire, dans le regard que le continent a vis-à-vis de Poutine. Et vis-à-vis de ce conflit. Hein. Concentrons-nous sur la France 2 minutes. Macron était entouré de militaires sur la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur en Haute-Saône le 18 mars, ça vous a pas échappé, et il a dit « Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression ». Alors, est-ce que la France continue la France et peut-être l'Europe derrière elle, continue le conflit? Est-ce que c'est trop tard? Comment est-ce qu'il faut entendre ce mot d'Emmanuel Macron qui surprend quand même? Alors déjà, il y avait une espèce comment dire, d'un décor extrêmement étrange où il avait des gens de l'armée de l'air autour de lui. Il y avait une espèce de podium au milieu, donc il était tout seul au milieu. Absolument, très cinématographique. Oui, c'était très étrange. Et moi, j'avais jamais vu ça avec un ton extrêmement grave, etc. À un moment donné, je me suis dit, il surjoue le personnage. Donc en fait, j'ai vraiment eu cette impression-là. Encore une fois, sur le fond, on peut être d'accord ou pas avec lui. Je veux dire que, mais la présentation de ça de ce moment était tellement étrange que j'avais jamais vu ça. Et je reconnais que j'ai été interpellé par le décorum, en fait, ce qu'il a mis en place pour que son message soit bien compris, etc., etc. À mon avis, il a vraiment surjoué. Et malheureusement, je pense qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la France, on est au milieu du gué, puisqu'en fait, on s'est engagé massivement derrière les Ukrainiens. On est prêt à délivrer du matériel, etc. On le fait déjà massivement. On a comme donné déjà des mirages, etc. Donc, on est à la manœuvre. C'est indéniablement. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que l'Europe, en tout cas, avec les Britanniques, qui sont également très allants sur le sujet, et les Français, on est vraiment les 2 pays leaders de tout ça. Les autres, c'est plutôt, vous voyez, à boire et à manger. Ils sont plutôt sur un modèle inégal. Donc la Grande-Bretagne et la France sont plutôt moteurs pour pouvoir, pour continuer le combat. Le combat, entre guillemets, pacifique, puisqu'il n'est pas question de faire la guerre, mais l'objectif étant d'exister. Donc le problème, c'est comment on peut faire pour exister. Et là, on est engagé sur un modèle qui est qu'on va vous aider en termes d'armement. On va tout vous donner. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on achète du matériel et qu'on leur donne. Mais le problème, c'est sans les Américains, on fait comment ? Aujourd'hui, 40% du matériel est matériel américain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a donné des Césars, oui, quelques-uns. On en avait 78, on n'avait pas 450. 78 chars, quel canon. On n'a pas de chars, on a 200 Leclerc. Les unités de montage du Leclerc ont fermé en 2007. Donc, on fabrique plus de Leclerc, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est dans le déclaratoire. Et au-delà de ça, ce qui est très, très ambigu, très embêtant, c'est qu'on, même en termes de modèle d'armée, alors c'est vrai qu'on dit, voilà, on va faire la guerre, tout va bien, enfin, encore une fois, c'est du déclaratoire, évidemment. Mais aujourd'hui, rappelons-nous, les armées européennes, elles ont été lessivées par les dividendes de la paix. Depuis 91, on l'a perdu en substance de façon incroyable. En France, il reste 6 brigades de combat. Une brigade, c'est 6 000 hommes. Donc, on a 50 000 hommes, plus les éléments organiques de division qui sont autour. Vous vous rendez compte? On a une force combattante de 70 000 hommes. Il ne faut pas rêver. Et il ne faut pas menacer la Russie. Contre combien en Ukraine, par exemple, sur le terrain? Aujourd'hui, ils seront 600 ou 700 000, bien évidemment. Non, mais pour donner une échelle. Oui, mais c'est énorme. Mais ça n'a rien à voir. Donc, on est une petite armée. Alors, une armée technologique, etc. Et, encore une fois, la France est vaillante. On a l'armement nucléaire, la dissuasion. Tout ça, on l'a. Mais c'est comme des armées assez petites. Donc, c'est des armées qui ne peuvent pas durer. On n'a pas les stocks, etc. Donc, il faut reconstruire des modèles d'armées. Et c'est ça le sujet. On voit bien que dans les années qui viennent, et malheureusement, on a un problème, c'est qu'on va remonter en puissance, mais on va pas être prêt à impressionner du point de vue conventionnel les Russes avant, je sais pas, X années, je dis souvent entre 5 et 10 ans, c'est le minimum. Le problème qu'on a en même temps, c'est que ce parapluie otanien américain qui était au-dessus de nous, qui protégeait le système, on a dû pouvoir monter en puissance avec le parapluie otanien, mais malheureusement, ce parapluie est en train de s'écarter. En tout cas, les conditions d'emploi de l'OTAN ne sont pas celles qu'elles étaient il y a encore 2 mois. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion qui s'engage et on risque malheureusement de se
se retrouver bien démunis. Alors justement, en parallèle avec cette conversation, vous savez, il y a eu tout ce débat autour du retour du service militaire national. Alors je sais bien que tous les militaires crient au secours, ils ont pas envie de s'embêter avec des gens qui n'y connaissent rien, qui sont contre, qui sont pas prêts à faire la guerre, etc. Mais est-ce que dans ce climat, est-ce qu'on n'a pas besoin quand même d'une population un peu plus impliquée dans le destin du pays et dans l'éventualité d'une guerre, et ça pourrait passer par un service militaire peut-être à repenser complètement dans sa forme par rapport à ce qu'il était, puisque ce sera difficile à dupliquer les infrastructures ayant disparu. Est-ce qu'on a besoin d'un type de service militaire ou pas du tout d'après vous? Alors 67% des Français, je crois, il y a eu un sondage qui a été Absolument. fait, et plutôt Sont favorables. favorable au retour d'un service militaire. Le problème, c'est que le service militaire, c'est la Madeleine de Proust des Français. Vous savez, c'est le pinard de la cantine, et puis comment dire, les blagues dans la chambre et le soir. Donc il y a une espèce de mythe français. Oui, c'est assez marrant parce que c'est vraiment général. Hein. C'est le premier point. Le deuxième point, donc il y a un côté culturel, social. Vous voyez, plutôt les copains qu'on trouve, la fraternité. Bref, bon, on a besoin de ça. On est dans un monde qui est violent, et c'est vrai de retrouver cette fraternité. Elle est nécessaire, elle est utile. C'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît vraiment central sur le service militaire, c'est que le service militaire, en fait, était devenu injuste. Le problème, c'est qu'une tranche d'âge, aujourd'hui, c'est 700 000 hommes. On n'a pas besoin de 700 000 hommes. Même déjà à l'époque, quand ça existait encore, avant 96, 95, quand le président Chirac a décidé de suspendre le service militaire, il n'est pas fini, il est suspendu. Hein, que ça. Donc on voit bien que le problème, c'est que il y a une forme d'injustice. Qui le faisait, qui le faisait pas. Après, les fils d'archevêques le faisaient pas, évidemment, puis les autres le faisaient. Donc il y avait la chair à canon qu'elle a en Allemagne, puis les autres qui restaient à Ballard ou qui restaient dans l'armée de l'air à Villacoublay. Vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, et je rentre pas dans le détail. Mais cela dit, il y avait toute une classe d'âge à qui on inculquait le fait ils étaient susceptibles. C'est la troisième partie, c'est l'utilité de tout ça. Et peut-être de donner leur vie. Exactement, c'est l'utilité de tout ça. Même si au fin fond du fin fond, beaucoup de Français pensent que l'armée est comme une grande école et qu'elle sert à recycler l'éducation que les enfants n'ont pas eue. C'est que tous les échecs familiaux de l'école, etc., parce que l'école est quand même en grande difficulté depuis quelques années, c'est vrai qu'ils se prennent le bébé, comme on dit. Hein. Et donc c'est extrêmement difficile, dans les banlieues particulièrement. Donc le problème, on se dit inconsciemment que l'armée, c'est un moule qui va recycler tous ceux qui sont en dehors des clous, tous les voyous du monde. Ça va être un grand melting pot. Et comme les gars vont suer sang et eau avec des sacs à dos et des rangers super lourdes et des casques, les gars, ça va vite les calmer. Probablement. Parce que la vertu de l'effort, si vous voulez, fait qu'au bout d'un moment, la fraternité, etc., on s'y retrouve. Il y a un côté les jeunes, c'est physique, on s'y retrouve. Ça, c'est la partie numéro 3. Le problème, c'est qu'on n'en a pas besoin. Sauf pour une chose. C'est pour ça qu'il faut parler mission et pas parler... j'aime bien l'idée du drapeau, du patriotisme, ça me parle évidemment, clairement. Le problème, c'est par rapport aux besoins. Quel est le besoin qu'on a aujourd'hui? Je vous ai dit, on a une armée d'actifs qui est petite. 70 000 hommes, pour faire court. Le problème, qui protège le pays? Parce qu'avant, on avait ce qu'on appelait la DOT, la défense opérationnelle du territoire, qui a disparu dans les années 90 avec la fin de l'URSS. Donc aujourd'hui, le problème, on a une armée de projection, mais si elle se projette, qui protège le pays? Donc on voit qu'on a une problématique de protection du pays, de la France en tant que telle, le territoire. Et c'est à partir de ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas raisonner en termes d'armée, ça viendra naturellement, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut raisonner en termes de mission. Et là, on a un vrai besoin. On a besoin de 150 000, 200 000, 300 000 hommes pour protéger le territoire, protéger les régions, protéger les ports, les aéroports, les itinéraires, les grandes villes, que sais-je, vous voyez ce que je veux dire? Il faut partir de la mission pour recréer un modèle. Et évidemment, recruter 200 000 professionnels, c'est impossible. D'abord, c'est beaucoup trop cher, les prix sont exorbitants, donc il faut recréer un modèle dans lequel il peut y avoir, ce qu'a dit le président, de façon un peu subliminale, c'est pas encore construit, mais on va vers ça quelque part, une forme de garde nationale dans lequel il y aura un service militaire à la carte, soit les gens font 1 an ou même 2 ans, pourquoi pas, ou bien on fait des tranches de 3-4 mois et on y retourne tout le temps, que sais-je, etc. Une forme de réserve à la Suisse? Oui, voilà, tous les modèles sont acceptables, mais il va y avoir une réforme. Parce que le problème, c'est que la DOT, la défense opérationnelle du territoire, commande. C'est pas le moral des gens qui est important. Le problème, c'est la défense du territoire. Et ça, c'est central. Rappelons-nous également, vous l'avez fort bien dit dans votre question, c'est que c'est bien de dire, oui, il nous faut des hommes, etc. Le problème, quand vous avez des hommes, il faut les loger. On n'a plus les casernes. Elles ont été données dans les mairies, dans les conseils généraux, etc. Donc tout le parc immobilier, et foncier militaire a déjà fondu. Donc on n'a plus de bâtiments.
Premier point. Deuxième point, il faut une organisation. Donc, il faut recréer des unités. Et qui recrée des unités, ça veut dire recréer il faut avoir des cadres. Aujourd'hui, une armée, c'est pas une armée avec 400 types et avec un type à cheval devant. Aujourd'hui, c'est globalement un cadre pour 10. Un cadre pour 10. Donc, vous en prenez 200 000, vous allez voir combien il vous en faut. Donc, il faut recréer une structure avec des cadres. Et les cadres dans l'armée, c'est un général, 2 colonels, 3 lieutenants-colonels, 4 commandants, 6 capitaines. C'est une pyramide. Donc, il faut recréer une pyramide. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut recréer une pyramide. Et ça, on est comme pour l'armement que j'évoquais avec vous tout à l'heure. On est sur des cycles lents. On est sur un modèle de 5 ou 10 ans. Alors, on vous écouterait pendant des heures. Dernière question, vous êtes gentil. mon colonel. Vous êtes gentil. Qu'est-ce qui a surpris le militaire que vous êtes dans ce conflit de haute intensité en Ukraine? Là, je reviens un petit peu quelques années en arrière et jusqu'à aujourd'hui. Qu'a appris l'armée française et qu'est-ce que vous avez, vous, tiré comme expérience? Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qui s'est passé? Alors, il y a mon sentiment personnel et il y a le sentiment officiel. J'ai écouté notre ministre Le Cornu il y a pas très longtemps, la semaine dernière, dans une conférence. Il a dit des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Et donc ça, c'est la prise de conscience officielle que je vais vous décrire. En fait, il a dit, faut pas se tromper de guerre. C'était juste. On va injecter des milliards, si vous voulez, dans une nouvelle défense. C'est peut-être pas pour acheter de la vis et des boulons et de la ferraille. On va peut-être pas s'inventer le modèle qu'on n'a pas fait il y a 20 ou 30 ans. Donc, il s'est mis à parler de quantique, il s'est mis à parler d'intelligence artificielle, il s'est mis à parler de drones, de robots, de soldats augmentés, etc., etc. Donc, en fait, j'ai eu le sentiment, et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que la défense, quand elle réfléchit, on va inventer de nouveaux concepts, de nouveaux modèles, de nouveaux process. Et ça, notre armée, elle a un vrai rôle à jouer. Et j'étais extrêmement... C'est valorisant de voir qu'un ministre raisonne comme ça. Il pensait avenir, et moi, je pense qu'il pensait dans le bon sens. Alors, je partage ça avec lui, donc on est déjà deux, mais on n'est pas tout seul. Je pense que ces perspectives, c'est une bonne perspective. Il n'a pas dit, comme les Polonais, il faut faire une armée de terre avec 1400 chars. Pour faire quoi? 1400 chars, mais c'est une blague. Je veux dire, c'est des vis et des boulons et du carburant. Alors, on aura toujours des chars, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement, on peut pas repenser le modèle de 1940, c'est pas possible. Donc vraiment, il faut penser l'avenir. Quand on parle de quantique et d'IA, moi je dis effectivement banco, il faut aller là. Et donc on va vers une nouvelle armée qui est fondamentale. Le deuxième point, et là ça me concerne directement, j'étais sûr que cette guerre m'a surpris pour un seul fait, c'est la perte des hommes. C'est sidérant. Moi, je pensais que la guerre de 14-18, c'était fini depuis longtemps. Moi, je m'étais mis sur des guerres professionnelles. Et j'imaginais pas qu'on revienne sur un modèle destructeur. Pourquoi? Parce qu'on met des soldats dans les tranchées. Donc, le gars, il est nu, il a son casque sur la tête. Au milieu de tout ça, on met une hyper-technologie au-dessus. Donc, des armes totalement destructrices. Donc, c'est du tir au pigeon. C'est incroyable. Moi, les scènes phénoménales, on voit le drone qui arrive au-dessus du soldat et le soldat qui se met à genoux, l'Ukrainien ou le Russe qui se met à genoux sous le drone en disant au type ne lâche pas ton truc. C'est complètement incroyable. Vous voyez, les scènes elles sont hors du commun. Et je connais cette destruction des hommes, ce carnage, si vous voulez, dans les familles, etc. Je trouve ça absolument incroyable. Totalement disproportionné par rapport à quoi? Par rapport aux résultats. Parce que c'était pour faire ça, c'est pour aller conquérir la planète, sur la planète Mars, mais avoir un gain, mais pour récupérer 4 Blas et puis et la Crimée. Là, c'est quand même cher payé. Et donc ça, je me dis, c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça que nous, Européens, on doit avoir vraiment un regard. Il faut qu'on se remilitarise, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on reconstruise une défense avec un esprit de défense, avec un drapeau. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais vous dire qu'à la fin, pour conclure quelque part, en fait, rassemblons toutes les questions que vous m'avez posées et on va retrouver le service militaire, l'armement, les budgets. La France va se retrouver, en fait, quelque part dans la reconstruction de sa propre défense. Il faut relancer un sentiment de patriotisme en France? Alors ça va être très compliqué parce qu'on voit bien que la France est fondamentalement divisée. Quand je vois qu'aujourd'hui, avec la fin des Algériens, par exemple, on sait qu'on a à peu près 7 millions d'Algériens, on a un gouvernement qui est tétanisé parce qu'on a 7 millions d'Algériens. Donc la France n'est pas unie. Donc on a un problème de reconstruction de l'esprit de défense, mais aussi de l'esprit national. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui va se faire dans les familles, dans les écoles et peut-être dans les régiments, bien évidemment. Mais c'est une construction qui va pas s'improviser, d'autant que notre jeunesse, elle est beaucoup moins rustique qu'elle ne l'était avant. Elle n'a pas besoin de la caserne pour se dynamiser. Nous, nos jeunes, ils sont devant des jeux vidéo, etc. Donc, il faut retrouver un modèle dans lequel il y a une forme d'exemplarité, une forme d'attraction vers le haut, et que cette jeunesse se retrouve là-dedans, qu'elle reconstruise ça. Moi, je suis trop vieux, bien évidemment, mais je me dis que ça va être
C'est extrêmement. Moi, j'ai des enfants comme tout le monde, évidemment, mais ça va être extrêmement difficile de reconstruire une France solide. C'est pour ça que je pense que la Russie, le discours sur les valeurs des Russes est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que Poutine a recréé sa vraie logique, en expliquant à quel point il récusait le modèle européen, le modèle LGBT, etc. Il a des phrases extrêmement précises. Et moi qui voyage en Afrique toute l'année, je peux vous dire que le message de Poutine est reçu 5 sur 5. 5 sur 5. Le nombre de fois où on m'a dit qu'en France, on avait un ambassadeur, j'étais pas au courant, un ambassadeur LGBT qui essaie de tourner en Afrique, le gars, il peut même pas aller nulle part, il est reçu nulle part. Et moi, on m'a dit dans un pays, on m'a dit, si ton ambassadeur, alors, pensant que j'allais en parler au président Macron demain matin, probablement, mais il me dit, si ton ambassadeur LGBT vient dans mon pays, on fout le feu à l'ambassade. Et des gens parfaitement normaux, hein, pas un dingue, quelqu'un de normal. C'est pour eux, ça les révulse. Donc le problème, c'est qu'on a pensé de nous que les valeurs, nos valeurs pouvaient, enfin nos valeurs, pas tout à fait partagées en Europe, hein, 50-50 on va dire. Comme ça, je prends pas de risque, mais on pensait que nos valeurs, il fallait les diffuser dans le monde entier. Et malheureusement, les pays du Sud, pour faire court, je voyage vraiment beaucoup en Asie, etc. Les pays du Sud considèrent que ces valeurs, c'est une manière de les recoloniser en réimplantant de nouvelles valeurs. Il y a un Chinois qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, le dernier qui nous a fait ça, c'était Marx. Il nous a amené le communisme. Il dit maintenant vous revenez avec vos trucs là, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Donc c'est un peu le problème qu'on va avoir, c'est qu'on est plus, nous ne sommes plus exemplaires. N'étant plus exemplaires, on n'a plus rien à apporter aux autres. Et c'est ça la vraie rupture. 16e siècle, on va conquérir la planète. Aujourd'hui, 21e siècle, je pense que c'est la fin de la conquête. Père de Jong, merci infiniment, c'était passionnant. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.